Bonjour à tous, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, on a eu toute une journée de live et on arrive sur le dernier. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Fabiola Dor, qui elle est journaliste freelance et très attachée aux notions d'inclusivité et de diversité. Elle a une newsletter Test and Work que je vous recommande vraiment. Moi, j'ai commencé à la lire, je l'ai découverte il y a à peu près 3 semaines. Et donc, vous pourrez y découvrir des billets d'humeur, d'actu et son précieux retour d'expérience dont il va s'agir aujourd'hui. Bonjour Fabiola et merci de nous accorder cet entretien. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour à toi, bonjour à Leïla, merci de m'avoir reçu. Bonjour à la communauté de Trait d'Union. Comme cela a déjà été dit, moi je suis Fabiola Dor, je suis journaliste de formation. J'ai passé à peu près 5 ans et demi de mon début de carrière aux Échos. Et ensuite je suis partie bosser à Londres et quand je suis revenue, j'avais aucun doute que j'allais plutôt aller vers une vie d'indépendante. Et en parallèle, pour payer mes factures, parce que c'est la partie aussi intéressante, je suis créatrice de contenu B2B. Pour des entreprises, j'ai bossé surtout avec des organisations à impact. Et le reste du temps, comme tu as pu le dire, je suis la fondatrice de Test and Work, qui est un média sur le monde du travail avec un gros focus sur l'inclusion et notamment sur la justice sociale. Une grande partie de mon travail, c'est de savoir comment aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde dans lequel nous passons plus de la moitié de notre vie au travail, comment on peut évoluer, grandir, trouver notre place, s'épanouir aussi dans ce monde du travail, et que ce soit, c'est une question que va se poser ceux qui sont salariés, mais aussi demain un manager, un CEO, comment il peut s'assurer qu'il offre cet espace-là à ses équipes. Et nous, justement, en tant que freelance, comment finalement un freelance, pour être freelance, en tout cas quand on existe en tant que freelance, a priori on travaille avec des clients ou a priori on travaille avec des entreprises. Donc mine de rien, même si on n'a un pas de côté dans le monde du travail, on est très lié au monde du travail. Dans une équipe où ça ne va pas très bien, c'est souvent des fois le moment où on appelle les freelances pour venir combler un trou, pour venir en renfort. Très souvent, l'expérience devient difficile pour le freelance si c'est une équipe qui ne va pas très bien. Si c'est un freelance qui arrive un peu comme un pompier, même en ayant, généralement quand on est freelance, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, on a une expertise très précise, on a l'habitude de bosser dans la pression, donc même en ayant tout ça, on n'est pas des magiciens. Donc ce travail sur l'inclusion et comment on peut repenser le monde du travail, c'est un peu tous ces sujets-là que je viens traiter avec Test and Work en complément de mes activités. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant et c'est vrai qu'en fait on se rend compte que freelance, on est quand même obligé d'avoir beaucoup de qualités humaines, de soft skills pour justement pouvoir un peu gérer ce que tu dis, gérer l'humain parce que ok, on vient pour délivrer du travail quand on vient sur des missions, mais on vient souvent aussi pour parler aux humains et essayer de faire en sorte de gérer tout ça. Donc finalement, quand tu as une mission chez un client, tu vas faire beaucoup plus. Moi, en tant que freelance, mes plus belles expériences de freelance et mes plus belles missions, c'est quand finalement, très vite, j'arrive à trouver ma place dans l'équipe. Un freelance, a priori, c'est quelqu'un qui bosse un peu seul, même si c'est pas très vrai. On va un peu dans tous les sens dans les questions. Mais moi, par exemple, dans ma rue aujourd'hui, tous les cafés me connaissent parce que je sors régulièrement prendre un café dehors. Et des fois, quand j'ai une frustration, je suis bavarde, donc je leur dis, je suis saoulée, parce que généralement, les gens aiment bien les freelances, les gens qui sont indépendants, ils se disent, ah, ça doit être dur, et tout de suite, il y a un truc, elle doit être courageuse, donc très vite, on parle avec les gens. Donc il y a ce premier point qui fait que je me sens pas forcément seule, et j'adore les cafés, j'adore déjeuner avec des gens, donc généralement, je fais plein d'âges et plein de cafés. Et aussi, il y a des missions, des fois un peu plus longues, où finalement je crée aussi des liens avec l'équipe et pour un freelance quand l'expérience se passe comme ça, c'est très très bien parce que j'ai ma petite bulle où j'ai déjà un tempérament où je suis plutôt indépendante, je suis très à l'aise avec la vie d'indépendante, j'ai pas spécialement besoin que quelqu'un me dise comment il faut s'organiser ou comment ça va se faire. J'aime avoir des conseils, c'est pour ça qu'il y a des coachs et des accompagnateurs qui viennent aider. J'ai fait aussi des programmes de personnes qui viennent t'aider, mais le modèle classique ne me convient pas spécialement. En revanche, j'aime bien aussi travailler des fois, avoir des échanges avec une équipe et avoir un peu finalement le meilleur des deux mondes. C'est un peu ce que je trouve intéressant. Oui, ok, génial. Alors c'est vrai qu'on est allé très vite dans le vif du sujet. Niveau son, on est bon, peut-être qu'on peut vérifier, super. Et donc aujourd'hui, en fait, on va parler de 3 thèmes différents. Donc de l'inclusion, j'aurai quelques questions dessus. Ensuite de santé mentale et bon, j'ai appelé ça de thunes, mais clairement c'est d'argent. Et de ton point de vue, c'est toi en tant que femme et freelance, c'est pas forcément des voix qu'on a l'habitude d'entendre. Donc je pense que ça va être vraiment très intéressant. Top. Je vais commencer avec une première question. En tant que freelance et femme, est-ce que tu as rencontré des défis liés à l'inclusion ? Je trouve que tu as une très très bonne question. Sans faire une réponse de Normande, il y a plusieurs points. Moi, j'ai peut-être une chance, ou je sais pas, c'est peut-être pas le mot chance. J'ai réfléchi à c'était quoi le bon terme, je ne l'ai pas trouvé. Donc je vais le dire vraiment comment je le pense. J'ai la chance d'être très à l'aise avec la personne que je suis.
Je suis de la Guadeloupe, je suis 100% guadeloupéenne, j'habite à Paris depuis 16 ans, je me sens 100% parisienne. J'ai vécu plusieurs fois à l'étranger, donc j'adore ça. Je suis très à l'aise avec la personne que je suis, comment je me situe dans l'espace. Donc ça, c'est déjà un point qui aide beaucoup quand on vient se présenter dans le monde du travail. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que ça vient amener la question, justement, quand tu es une femme noire et que tu viens, tu retrouves dans des négociations commerciales, on pourrait penser, c'est un peu c'est un peu l'imaginaire collectif, les femmes demandent moins, encore plus, les femmes racisées, c'est tout le vocabulaire que tu vas avoir. Ça peut être une réalité, mais moi, la réalité à moi, c'est que très rapidement, dans les choix de carrière que j'ai pu faire, je me suis vite posé la question de qui je voulais être, des ambitions professionnelles que je voulais avoir. Et c'est les réponses de ces questions-là qui m'ont amenée vers une vie d'indépendante, en me disant que je savais que je voulais être responsable de mon évolution. Je voulais être responsable aussi des projets que je choisis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai envie de bosser sur un projet, j'arrête de travailler sur les cuisines avec toi, on ne s'est pas perdu dans la question. Quand je bosse sur un projet, mon manager dit non. Bah, je suis un peu frustrée parce qu'il a dit non et je ne veux pas changer de boîte demain. J'ai envie de bosser sur un projet, un client dit non, il me reste 6 mois pour trouver soit un partenaire ou soit un nouveau client qui me permet de le faire. Donc en fait, dans cet espace-là aussi, sur les sujets d'inclusion, aujourd'hui j'arrive peut-être avec un client avec qui ça ne se passe pas très bien. En tant que freelance, j'ai l'impression d'avoir une force de frappe qui est beaucoup plus large pour me dire ok, il te reste 2-3 mois pour sortir de ce client-là et rapidement aller glisser, faire quelque chose où tu te sens mieux. En tout cas, j'ai trouvé beaucoup plus d'espace où je pouvais être moi-même et j'avais moins ce truc de me dire est-ce que par rapport à la personne que je suis, je serai peut-être promue? Est-ce qu'on va me mettre sur un projet qui est intéressant? Est-ce que c'est des questions en tout cas qui existent moins dans mon quotidien, même si il peut y avoir quelques points qui sont pas très clairs, mais j'ai beaucoup plus de facilité en tout cas pour très vite mettre cette partie-là de côté. Je vois tout à fait. Donc en fait, ça te permet de faire vraiment un balancier de carrière vachement plus rapide. Et on dévie un peu sur le sujet d'après, mais finalement, ça a tout à fait à faire avec la santé mentale. Parce que du coup, ça te laisse un peu de l'espace et tu sais que tu vas vite pouvoir rebondir. Et donc ton année, elle est tellement riche avec... Exactement. Et tu n'as plus à te poser la question, est-ce que je dois le dire au RH? Si je le dis, est-ce que je vais avoir le prochain projet? Ok, moi j'ai un principe qui est clair chez moi. Tout ce que je ressens est vrai. Ça ne veut pas dire que tout ce que je ressens doit avoir une réaction. Ça ne veut pas dire que je dois répondre à tout, mais si je ressens un inconfort, je ne suis pas folle. Donc ça veut dire que si dans un projet j'arrive et que j'ai l'impression ou je ressens qu'il peut y avoir quelques petites choses, soit au début je me dis attends, regarde un peu ce que c'est, mais une fois que j'ai l'impression que c'est insistant, moi aujourd'hui les contrats en tout cas moraux que j'ai avec moi-même, c'est qu'en fait si tu ressens quelque chose c'est ça, il faut que tu ailles autre part, et parce que j'ai envie d'avancer et parce que je pense qu'à trop rester dans des espaces où on ne se sent pas bien, ça a un impact trop fort pour la santé mentale. Parce qu'à côté, sur les sujets de santé mentale, par exemple, moi je sais que ça peut sembler un peu cuculapraline, mais ça me paraît très juste de rester dans des endroits où on se sent bien, dans du beau, et pas toujours se retrouver dans des luttes compliquées qui empêchent de grandir et de pouvoir s'imaginer dans quelque chose de grand et de beau. En tout cas, c'est plutôt la vision que moi j'ai dans la manière dont je me projette dans le freelancing ou dans le monde du travail. Je vois tout à fait, mais en fait c'est vrai que j'en parlais d'ailleurs à un ami qui est là aujourd'hui tout récemment, mais en fait on se disait qu'on a un peu été éduqués à il faut que ce soit dur, il faut qu'on lutte pour avoir les choses, et donc des fois quand c'est facile on se dit mais ok, c'est un peu étonnant. Oui, et ça se soigne. Je parle aussi beaucoup de guérir et de faire du deuil de certaines choses. Par exemple, dans les communautés noires ou d'Afrique du Nord, on va se dire, ah bah oui, ce sont des stigmates d'eux. Ce qui est vrai. Et je pense que plus que jamais, le contexte en plus politique dans lequel on ne peut pas se décrocher de l'histoire. Par contre, moi je fais partie de ceux, et je dis vraiment parce que je ne veux pas parler pour les autres et je ne veux pas mettre une charge sur les autres qu'ils n'ont pas envie de prendre, mais je pense qu'en tout cas moi, dans la manière dont je me projette, j'ai la responsabilité de guérir aussi de tout ça pour aller vers d'autres choses et pour me laisser la chance de grandir vers autre chose. Très clair. Je vais passer sur l'autre question. C'est vrai que j'adore dévier parce que c'est tellement intéressant, mais je vais essayer de me cadrer. Pourquoi penses-tu que la représentation et l'égalité des chances sont si importantes dans notre domaine ? Alors ça, on va aller très vite sur cette question-là. La représentation pour moi est essentielle. C'est-à-dire que la meilleure manière d'apprendre, peu importe qui on est, du moment qu'on est un être humain, généralement on apprend par mimétisme.
Au début, tu suis un peu tes parents. Si tu as un grand frère, tu fais une grande sœur, tu fais comme elle. Et puis, il y a toujours peut-être des fois dans une classe quelqu'un un peu populaire. Tout le monde a envie d'être comme elle. C'est la personne qui met les tendances. Donc ça, à ce moment-là, la représentation, c'est ce qui permet en tout cas de se dire, ah ben j'ai envie d'être comme ça. Enfin, waouh, enfin, ok. Ah, ok, ça c'est possible, mais j'ai envie d'aller vers ça. Moi, je sais que quand j'ai vu des femmes, par exemple, qui étaient très à l'aise financièrement, qui étaient très à l'aise avec qui elles sont, je me suis dit, waouh, mais. Et du coup, j'ai eu envie de me dire, mais j'aimerais être comme ces femmes-là. Et quand j'ai commencé à leur poser des questions, ça a été intéressant parce que je me suis rendu compte qu'elles avaient eu des challenges aussi, mais elles avaient fait des choix qui les avaient amenées vers cette vie-là. Et après, sur les sujets d'égalité des chances, ça me paraît essentiel. Par contre, je fais partie de ceux aussi qui ne croient pas à la méritocratie, au mythe de la méritocratie. Parce que, et c'est pas tant un fantasme de ma part ou parce que je suis une roquise qui veut gâcher la fête, mais parce que des études ont montré que l'échelle sociale, que l'ascenseur social en France est en panne. C'est pas ce qui fonctionne. Et ce truc de la méritocratie, si tu bosses bien et on va finir par te découvrir un peu un truc artistique et on verra que t'es une bonne élève, je fais partie de ceux qui ne croient pas à ça. Ok. Donc voilà. Trop bien. On va passer au prochain thème qui est la santé mentale. Oui. Je regarde un petit peu le temps, mais on est très bien. Donc nous savons que la santé mentale, elle est vraiment cruciale chez les freelances. Nous-mêmes, on a un blog sur lequel on publie des articles et on avait interviewé en fait des freelances qui sont passés en mission via nous. Et c'est vrai que c'était quand même un thème qui revenait assez souvent. Au début, on a l'impression qu'il faut parler surtout de comptabilité, de portage. C'est des sujets qui sont intéressants, mais cette santé mentale, elle doit quand même être là. Donc je suis quand même hyper contente de pouvoir l'aborder aujourd'hui. Et donc, je voulais savoir si tu avais quand même déjà été dans une situation où tu te sentais mentalement épuisée. Totalement. Et souvent, tu sais, il y a quand on discute des fois avec des freelances qui me disent après un burn-out, j'ai voulu être freelance, je suis en mode il y a tellement de choses à gérer dans la vie de freelance que c'est pas du tout du repos. C'est autre chose, mais je pense qu'il faut guérir et aller vers la vie de freelance parce que quand je suis freelance, ça veut dire que dans un seul cerveau, je dois penser à ma comptabilité. Si c'est pas bien géré, c'est un stress. Comment je vais parler à mes clients, c'est un stress. Personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui a pas l'air bien. C'est aussi ça une réalité. Donc ça veut dire que si je ne vais pas bien, comment je vais aller chercher mes clients, comment je vais aller défendre mes projets, comment je vais aller prendre des cafés, la partie networking qui va me permettre d'aller d'aller rencontrer les clients. Parce que les clients, quelque part, tu le séduis régulièrement. Ben ça va, ben j'ai bossé sur ça, ben j'ai fait ça. Oui, je ne suis pas très bien, moi je ne suis pas sûre que je te donne mon projet. Mais moi, si ça ne va pas, ben, est-ce qu'il mettra toute son énergie sur le projet? Donc si ça ne va pas bien et qu'on sort de burn-out, je ne suis pas sûre que le freelancing soit tout de suite la meilleure option. À côté de ça, quand on va bien et qu'on a pris le temps, je suis très à l'aise de parler de santé mentale parce que je suis très à l'aise de dire que c'est ok de faire une thérapie. Moi, avant d'être freelance, j'ai fait une thérapie. Je travaille avec une psy. Tout mon entourage a été conseillé d'aller voir une psy parce que je pense que faut ranger la maison, quoi. Avant de vouloir mettre des nouveaux rideaux, il faut s'assurer que la maison est rangée, que c'est propre. Après, quand j'ai rangé ma maison et que tout est ok, si je veux faire un changement, je vais aller voir une décoratrice d'intérieur. Il faut travailler avec un coach qui te dit est-ce que tu vas dans le bon sens. Ensuite, chaque personne a une fonction et moi, je suis très à l'aise de payer des gens dont c'est le métier, qui ont étudié ça et qui puissent m'aider à avoir ces solutions-là. Et c'est pour ça aussi que du coup, quand je facture, il faut bien que je paye ces gens qui m'aident à travailler. Donc ça, c'est très lié chez moi. Et après, la frustration, pour moi, ça fait partie en fait finalement de mon quotidien de freelance. Au début, on est un peu frustré parce que ça va pas et que machin. J'ai compris que je devais être copine avec apprivoiser en tout cas la frustration parce que je voulais faire ça, c'est pas comme ça, parce que j'ai rien de long terme avec le client, il peut toujours arrêter. Oui, on se fait confiance pour que ce soit une relation long terme, mais ça fait partie de ça, parce que y a des petits trucs où ça reste quand même régulièrement une relation commerciale. Donc, c'est absolument pas ce que j'ai envie de faire, mais c'est ce qu'il a dit là, le dernier mot. Donc, il y a plein de petits grains de sable, en fait, qui font partie de la position, qui font partie de l'organisation, qui font partie de cette manière de travailler. Plus on grandit dessus, plus on arrive à ne plus rester sur des détails, à prendre un peu aussi de la hauteur. Finalement, oui, le client a les derniers mots, mais peut-être lui proposer, écoutez, je comprends que vous voulez aller dans ce sens-là, moi je pense vraiment que ce serait mieux pour vous, mais si c'est ça, ok, je suis là-dessus. Avoir plusieurs clients, moi je sais que je suis pas fan du mono-client, avoir plusieurs clients permet de se dire, ça va être ça ici, mais de l'autre côté, je trouverai tel point, et en plus, il y a d'autres projets engagé ou peu importe ce que c'est à côté, en fait le reste je vais aller le chercher à part et la somme de tout ça fait que ça devient un peu l'organisation intéressante. Et l'organisation, et je fais aussi attention à ne pas décrire la vie de freelance comme un truc qui est complètement merveilleux et tout est facile. Non, il y a des jours où je me dis putain, en fait qu'est-ce que je suis partie chercher dans ce truc, mais c'est la balance après au final qui fait que je sais que ça me correspond parce que
j'ai des parents qui vivent loin, que je voulais voir plus régulièrement, parce qu'il y a une liberté financière qui me convient mieux, parce que je voulais explorer plein de choses et que ça me permet de le faire. C'est la somme de tout ça qui font que c'est intéressant, mais il n'y a pas d'Eldorado non plus, il n'y a aucun modèle, je pense, qui est parfait. Par exemple, on parle beaucoup du modèle des solopreneurs, parce qu'on n'a pas de collaborateurs, mais ça veut dire que nos projets, il faut les faire plus longs, il faut être capable de faire des partenariats. Si je suis salariée, en fait, il y a un problème, je suis pas inquiète de comment va arriver mon salaire. Si je suis peut-être un CEO plutôt côté startup, scale-up, oui, je parle plutôt de boîte à 10 millions, ce qui n'est pas ma réalité en tant que solopreneur, mais du coup, je gère quand même une équipe. Enfin, chaque organisation a aussi son lot, et quand on comprend ça, du coup, on est beaucoup plus à l'aise à me dire, en fait, mon organisation a ce type de difficultés, et ça me permet de pouvoir mieux digérer les frustrations que je peux avoir. Ok, très clair. Et je voulais revenir un peu, tu parlais de monoclient. Tu l'as vu tout de suite, toi, quand tu t'es lancé en freelance, qu'il fallait absolument que tu évites ce monoclient, ou tu t'es dit que dès le début, il faut avoir plusieurs projets Oui, alors je pourrais te faire une réponse en te disant, ouais, je me suis vite rendu compte de ça, parce que j'ai écouté des podcasts, et voilà. Et la vérité, c'est qu'en fait, encore une fois, vraiment un grand merci à toutes les personnes qui ont été dans mon support système. C'est parce que quand j'ai voulu être freelance, j'en ai parlé aux gens qui étaient autour de moi. Et la magie des choses, quand on parle aux gens, c'est extrêmement important de ne pas être isolé quand on est freelance et de dire, même si tout n'est pas arrivé, moi aujourd'hui j'ai un truc, même si on me dit non, je demande tout ce que je veux. Au pire, la personne dit non. C'est en faisant ça que mes premiers clients sont arrivés dans mon cercle. Et que aussi des copines qui étaient déjà freelance, quand je racontais un peu mes trucs, en me disant, en fait, je me rappelle vraiment de la copine qui m'a dit, elle a littéralement dit ça, mais les meufs, si tu continues à facturer ça, d'ici un an, t'existes pas. Donc viens, elle a pris un soir, elle m'a dit viens, on va regarder. Et en fait, c'était intéressant parce qu'elle m'a permis de voir énormément de frais que j'avais pas en tête. J'ai jamais fait ça, parce que moi je suis vraiment arrivée, tant mieux pour ceux qui sont plus structurés que moi, mais moi je suis vraiment arrivée, je vais être freelance quoi. En fait, c'était début et fin du projet, il n'y avait rien d'autre. Et c'est justement, c'est elle qui a pris ce temps de me dire, en fait, tu vas avoir ça, fais attention parce que d'ici, une fois que tu vas aller dépasser tel truc, tu vas payer 20%, tu pourras pas aller dire au client, comme je paye maintenant 20% de TVA, la facture a augmenté de 20%, mais là déjà, au début, c'est des petites économies parce qu'il faut que tu ailles te former aussi, donc les 20% de la TVA que tu payes pas encore, tu les comptes déjà pour aller te former, quand ça arrive, tu pourras pas le dire, parce qu'il y a plein de choses, elle me dit, quand ça change, comment tu expliqueras ça au client? Parce que le client, tu payes ta TVA, tu payes ta TVA, lui, ce qu'il sait, c'est que sa facture coûtera plus cher, quoi. Donc, plein de petites choses comme ça, plein de petits frais aussi auxquels je n'avais pas pensé. Et en me disant, en fait, si tu fais ça, mais tu peux pas vivre avec ça. Et ton minimum aujourd'hui, c'est que tu as besoin de ça. Et cette réflexion-là a été hyper précieuse pour moi, parce que du coup, elle m'a permis de savoir qu'est-ce que je vais chercher. Est-ce qu'il me faut simplement une mission ponctuelle? Dans mon cas, justement, de la création de contenu et avec un background de freelance, de journaliste au départ, est-ce que c'est un peu d'animation? Ce qui va être mais sauf que de l'animation j'en ai pas chaque 4 matins et puis c'est pas moi qui décide à chaque fois, il y a des choses que je peux aller chercher mais tout je vais pas chercher. Si je suis en train de me dire je sais pas que cette année je veux aller chercher 50K, 50K divisé par je sais pas 3 clients ou 4 clients, quel type de mission que je sais aller chercher, et en fait du coup très vite mon TJM devient plus clair. Très vite, je me rends compte, est-ce que le TJM que je veux par rapport à la prestation de service que je propose, est-ce que ça tient la route? Sur la création de contenu, tu ne pourras jamais aller à 1200 € TJM, à moins que tu sois scientifique et que tu écris pour un laboratoire une information très précise, je ne suis pas développeuse. Donc très vite aussi, il faut savoir, par rapport au service que tu es en train de vendre, que tu es en train de faire, l'expertise que tu as et a priori le chiffre d'affaires que tu voudrais avoir, quel type de mission que tu vas chercher, quel TJM que tu vas chercher, quel type de boîte aussi que tu vas aller chercher. Souvent on discute avec des freelances, aujourd'hui il y a beaucoup la mode de projet impact. Les projets impact, je les adore aussi, ce sont souvent des petites organisations. Donc me dire je deviens freelance que pour des organisations impact, c'est très beau sur un CV, très beau pour briller dans le café avec les matchas à 8 €, mais c'est peut-être pas très réaliste. Donc c'est peut-être 3 clients comme ça et 2 gros clients, j'irai peut-être pas chez Total, mais un peu plus structurés qui me permettent d'avoir quelque chose qui tient la route. Et du coup, c'est plus fair pour les clients. Ma santé mentale va bien parce qu'on sait où on va. Et c'est cette amie qui m'a aidée à structurer ça, mais ça, c'était absolument pas dans mes réflexions au départ. Et c'est pour ça que je reviens à dire aux gens, finalement, on se rend compte que les gens aiment bien aider. Tout le monde n'aime pas aider, mais il y a quelques personnes comme ça qui aident aider quand on dit voici où je suis, voici ce que j'aime faire, voici ce que j'ai envie de faire. En tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup été aidée. Donc voilà. Ok, super. Ce qu'on retient de cette partie, c'est stratégie quand on veut se lancer et ne pas hésiter à aller voir ses pairs et leur parler pour avoir justement cette meilleure stratégie. Exactement. Super. Et donc, on était déjà dans le sujet de l'argent. Mais alors, est-ce que tu as toujours, toi, été à l'aise pour en parler et pour négocier tes contrats ?
Alors avant, j'ai dit que j'ai bossé 5 ans et demi aux échos, hein, tu vois, donc c'est putain Oui. média où t'es assez à l'aise avec l'argent. Au bout d'un moment, si tu rentres, tu l'es pas, quand tu sors, tu l'es. J'ai eu une très bonne manager aussi, quand j'étais encore junior, tout début de carrière. Et en fait, il y a aussi la somme de plein de choses, plus on grandit, plus il y a des choses qui arrivent. Et elle m'avait fait remarquer que quand il faut parler d'argent, je parle déjà très vite au naturel, j'espère que j'essaie de pas le faire aujourd'hui, mais c'est peut-être le cas. Quand il fallait parler d'argent et qu'il fallait aller négocier mon salaire, j'avais tendance à parler très très vite, ne pas respirer parce que je suis stressée, parce que je suis pas à l'aise avec ça, c'est pas la position que je préfère. Et cette manager m'avait dit, en fait, tu vas demander ce que tu mérites. Donc je comprends pas pourquoi tu te mets dans un état pareil. Enfin, ton travail c'est ça, c'est ce que tu as fait. Je suis pas sûre que tu puisses aller défendre tel salaire, mais je pense que c'est juste si on te donne ça. Et quand tu pars du principe justement, en fait, je vais demander quelque chose que je mérite, le fait qu'elle m'ait aidé à travailler sur ce point-là, quand je vais voir un client, j'estime que si je lui demande ça, ça veut dire qu'aujourd'hui j'écris depuis plus de 10 ans. C'est un écosystème, l'écosystème de la tech, j'y suis depuis plus de 10 ans. Je travaille effectivement avec des clients plutôt B2B parce que c'est en lien avec mon ADN et avec ce que je sais faire. S'il y a quelque chose que je fais peut-être en 2 heures, c'est parce que ça fait 10 ans que je travaille dessus. Donc quand je facture, il faut être juste en fait. Je ne veux pas lui facturer un truc qui est complètement hors sol. Malheureusement, je suis pas une star de quoi que ce soit, donc voilà. Mais aller vers quelque chose de juste. Et quand tu proposes quelque chose de juste, et comprendre aussi qu'est-ce que c'est une négociation commerciale. En disant je vais lui dire ça, a priori ça nous laissera un temps de discussion sur 10%, mais quand admettons, je sais pas, je lui demande 1005, le prix, en tout cas moi ce que je veux absolument avoir au-delà de 1002, je le ferai pas, je lui dis peut-être 1006, il me dira non, il est pas d'accord, peut-être qu'on trouvera un terrain d'entente à 1004. Sauf que si je lui dis déjà 800 pour avoir à tout prix, y a des choses qu'il faut aussi arrêter soi-même. Et ça, c'est pas l'autre qui peut te le donner. C'est moi, j'ai arrêté toutes les rémunérations en visibilité. Tant que je ne paierai pas mon loyer en visibilité, je ne ferai pas de rémunération en visibilité. Ça, c'est clair. Et ensuite, aller dans quelque chose de juste. Me dire, aujourd'hui, de manière... Et en parler aussi avec des pairs. Il y a des copines qui vont me dire, moi, comment j'ai progressé au fur et à mesure de mon salaire, dans ma rémunération, c'est que des gens me disent, en fait, non, tu peux clairement, attends, machin, les hommes sont très bons pour ça en plus. Non, mais attends, arrête de déconner, tu peux clairement aller chercher 150 € plus, t'es sûr, machin. En tout cas, leur réflexion, c'est genre, en tout cas, moi, je demande ça et ça passe. Je dis, ok. Et c'est ça aussi, de dire au fur et à mesure et après de faire une progression naturelle comme ça. Donc si tu veux commencer à être à l'aise avec l'argent, c'est au fur et à mesure aussi, plus je grandissais, plus je parlais avec d'autres personnes, que j'ai commencé à me dire, en fait, je suis pas en train de demander des faveurs, c'est pas une lubie, c'est simplement demander le bon salaire, demander la bonne rémunération, c'est valoriser et respecter mon travail. Super. Alors, on a un peu dépassé le temps, donc je te propose de prendre une dernière question pour conclure ce talk qui est vraiment trop intéressant. Je vais en choisir une qui, je pense, pourra aider le plus de monde possible. Alors, pourquoi tu penses qu'il est important de parler ouvertement d'argent, surtout en tant que femme ? C'est une bonne question. En fait, j'ai toujours ce truc où, déjà, quand tu es une femme, alors il faut être à l'aise avec ça. Hein, quand tu es une femme qui parle d'argent, il y a des gros yeux au début. Sauf qu'aujourd'hui, on ne fait rien sans argent. Il y a des petits trucs qu'on peut faire. Alors, on va te dire, oui, aller au parc et tout ça. Mais quand tu as été au parc 3 fois, tout le reste, tu veux structurer quelque chose, a priori, ne serait-ce que tu vas à l'INPI pour demander le truc machin, tu payes un petit truc. Donc, tu ne fais rien sans argent. Devenir quelqu'un... moi, je sais que je réfléchis, par exemple, beaucoup à tout ce qui va être flourishing business. Comment on peut faire, justement, des activités qui sont vertueuses, qui prennent soin de l'humain. On n'a pas tous besoin... d'être débouloré. Si je le dis un peu comme ça, on n'a pas tous besoin de faire des business où on écrase les autres. Sauf qu'à un moment donné, on vit quand même dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est très important, ne serait-ce que, même dans les milieux parfois très engagés ou les milieux militants, où on se dit, on veut faire des choses, où on fait pour les luttes, où on arrive comme ça, on a besoin en fait c'est un équilibre en fait. C'est quand on commence à penser l'argent comme un outil, en fait, on désacralise le truc. L'argent reste quand même un outil et ça offre quand même de la liberté pour aller faire des choses, en tout cas. Donc, je trouve que quand on l'aborde un peu comme ça permet en fait de remettre les choses dans ce qu'ils sont et de commencer à avoir une discussion. Et il y a beaucoup de discussions qui arrivent. Oui, mais on ne nous a pas appris. Il y a beaucoup de contenus qui existent. Et on ne nous a pas appris, mais on a la responsabilité d'aller apprendre aussi. Donc, voilà.
Ok, bah super. Écoute, je te remercie vraiment d'avoir pris part à cette discussion. Et en plus, c'est celle qui clôture le Freelance Day. C'était un plaisir d'être avec vous en tout cas. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe Trade Union qui a participé au Freelance Day, qui a vraiment qui a mis en œuvre cet événement. Merci beaucoup aussi à la communauté Expresso Agile et à tous les intervenants que vous avez pu voir aujourd'hui. On reste connectés. Vous avez les replays sur LinkedIn et n'hésitez pas à venir nous voir. On sera vraiment très heureux d'échanger avec vous. Merci, à bientôt.